Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bien, donc vous venez de voir les trois premiers films de Tchaïkovski. Je ne prononce pas très bien. Euh, il les tourne, il a 26, il est né en 32, et ça, il les tourne en 56, 58, 60. Donc, il a déjà 24 ans. Jusqu'alors, il avait fait des études de musique, puis ensuite, il s'était orienté vers quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire de faire des mesures dans les déserts enfin, soviétiques, quoi, de la Grande Russie. Et puis ensuite, il s'est intéressé au cinéma. Il est rentré donc à l'école de cinéma de Moscou. Et là, il a travaillé, comme vous l'avez pu le constater, avec Mikhail Rom, qui était l'un des grands cinéastes russes officiels de l'époque. Et donc, on a vu trois de ses films qui ont contribué, en tout cas, à son travail d'apprentissage du cinéma. Et évidemment, c'était intéressant de les voir tous les trois dans le sens où on s'aperçoit qu'il y a quand même une montée entre chacun des films et que le dernier film, évidemment, a quelque chose de tout à fait original. Même pour nous, c'est une histoire, bon, un peu à la russe. De toute façon, s'il y a quelque chose qui caractérise ce cinéaste, c'est bien son retour et sa volonté de retourner à la, je dirais, à l'âme russe, c'est-à-dire en échappant de plus en plus à au caractère communiste qui est quand même très dominant à l'époque. Je vous rappelle que Staline est mort en 53 et qu'on est encore sous la dominance et de Staline et encore de la guerre. D'ailleurs, le deuxième film sur le déminage vous l'a montré. On est vraiment encore dedans. Et enfin, je dirais, la dominance de l'idéologie communiste est quand même très présente. Nous sommes là à l'époque où nous sommes, c'est celle de Khrouchtchev, enfin du début de Khrouchtchev, et le rapport de notre cinéaste avec le régime communiste va se distendre de plus en plus pour faire que il quittera la Russie à la fin enfin dans les années 80 et n'y reviendra plus puisqu'il tournera les deux derniers films en Europe, l'un en Italie, l'autre en Norvège ou en Finlande, je ne sais plus très bien où il a tourné, et n'a plus voulu rentrer en Russie à la fin du régime russe, puisque euh, il meurt juste 2-3 ans avant 89, c'est-à-dire juste avant la fin de ce qu'on appelle le régime communiste soviétique. De plus en plus, d'ailleurs, son cinéma sera très éloigné de ce régime, du matérialisme soviétique, et de plus en plus inspiré par une sorte de spiritualisme et de recherche des sensations purement russes. D'ailleurs, je trouve le dernier film de ce point de vue-là intéressant parce que cette histoire, bon, charmante, et d'un rapport entre un adulte et un enfant est tout à fait curieux, mais quand même nous sommes, sans avoir l'air d'y toucher, euh, il met quand même un peu en question le régime, puisque enfin, nous comprenons qu'un enfant qui joue du violon, à qui on fait des cours, qui prend des cours de violon, est forcément quelqu'un qui appartient à une classe un peu supérieure, et quand on voit la mère, on comprend. Et on comprend aussi
que l'homme qui est en bas, c'est un ouvrier, et le rapport entre l'ouvrier et le petit bourgeois, enfin, on ne peut pas dire petit bourgeois là-bas, enfin, ça peut un peu l'idée quand même qui est présente, est tout à fait intéressant, puisqu'il y a un rapport entre eux grâce à l'idée de l'art, et évidemment, non pas du tout par les, les maximes communistes dont évidemment à l'époque on était abreuvé. Enfin, ils étaient abreuvés. Alors ça c'est intéressant de voir un peu déjà comment notre cinéaste est en train de se détacher, ou en tout cas de refuser plus profondément le régime ou l'idéologie communiste, marxiste, enfin plutôt communiste, c'est plus exact, et va de plus en plus, on va le voir dans son œuvre, se détacher de cela pour faire une œuvre tout à fait originale et pour retrouver, comme il le cherchait, l'âme, comme ce qu'on appelle l'âme russe, donc l'âme de Dostoïevski, etc. Alors voilà si vous voulez, quelques mots comme ça de démarrage. Comme on avait la possibilité, pour une fois, de faire une rétrospective quasi totale d'un cinéaste, puisqu'il a tourné quand même relativement peu de films, il était intéressant de commencer par le début du cinéaste, son travail d'école, et de voir quand même une personnalité. Et il est intéressant aussi de voir que, par exemple, son troisième court-métrage, qui est son travail de fin d'études, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais dans une école de cinéma, enfin, remarquez, dans n'importe quelle école d'art, il faut à la fin faire un travail de fin d'études, donc montrer ce qu'on a appris et ce qu'on est capable de faire. Le dernier film est intéressant aussi parce que le fait qu'il tourne en couleur, or, à l'époque, la couleur est encore très très chère. Et les Russes n'ont pas vraiment encore beaucoup d'argent. Donc, voir un film de fin d'école tourné en couleur, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que, par exemple, si vous prenez en France l'IDEC, à l'IDEC, on ne tourne pas encore en couleur à la fin en 1960. Pas encore. Même les grands cinéastes tournent encore peu à l'époque en couleur. Enfin, quelques-uns évidemment. La couleur, on l'utilise au cinéma depuis 1935-36, mais disons c'était exceptionnel. Et de ce point de vue, notre cinéaste, Tarkovsky, va avoir avec la couleur des rapports intéressants et aussi des retours au noir et blanc. Le deuxième film sur le déminage est tout à fait passionnant aussi sur le rapport sur, je dirais, pas vraiment le gros plan, mais les plans très présents dans le centre du cadre et ce travail sur l'idée d'un suspense. C'est pas un suspense hitchcockien, mais ça l'est quand même un peu, sur ce jeu de déminage. Évidemment, de donner au spectateur une crainte pendant tout le film que ça explose, ce qui est logique puisque c'est fait là-dessus, et la tension qu'il s'est déjà provoquée tout en jouant quelque chose aussi d'intéressant, surtout à l'époque où on est quand même dans le cinéma russe arrivé quand même un côté très conventionnel et qui a quitté le réalisme pour revenir à une volonté de réalisme. C'est-à-dire que c'est quand même très précis d'une façon de vérité du déminage. Et le film, de ce point de vue-là, fonctionne admirablement bien. J'adore évidemment la petite astuce de la fin, où c'est pas les bombes qui sont dangereuses, mais c'est
le moteur, enfin je sais pas quoi, qui fait que le camion n'est pas capable d'aller droit. Enfin, je sais plus ce qu'ils ont comme vis. Il est intéressant aussi ce film-là sur le déminage, sur le côté encore très important, et d'une part de la guerre. Nous sommes quand même à 14 ans, enfin, oui, 14 ans après la guerre, et encore des problèmes de déminage, bon, que la guerre était extrêmement présente dans les esprits, et aussi l'idée que la domination, sans le dire, mais de la présence militaire, donc la présence du régime, sans avoir l'air sans avoir l'air d'attaquer, mais elle est archi présente. C'est-à-dire que quand même, le film, c'est l'armée qui dirige. Bon, d'accord, il faut sauver le déminage, c'est tout à fait normal. Toute la population est obligée de déménager. Tout ça étant très logique, c'est-à-dire très réaliste. Très réaliste. Il n'empêche que le travail est fait de telle façon qu'on sent que c'est un régime quand même où la présence de l'officiel, c'est-à-dire de l'armée, de la police, sous-entendu, est quand même très présente. Mais ça, c'est une façon de dire les choses dans ce type de régime où on ne dit pas directement les choses, mais comprenez peut-être en dessous ce que ça veut dire. De toute façon, de ce point de vue-là, Tarkovsky sera assez habile dans son cinéma pour dire des choses, et à la fin, il en a marre d'être obligé de se cacher, donc il quitte la Russie et ne reviendra plus en Russie. Il mourra en Europe, en dehors de la Russie. Donc rupture totale avec le régime avant que celui-ci s'effondre, ce qui viendra donc 2-3 ans après sa mort. Voilà, c'est déjà quelques données. Maintenant, je vous laisse un peu la parole, puisque ce n'est pas évidemment sur cette séance-là qu'on va véritablement travailler sur Tarkovsky. L'œuvre va venir après, et elle est quand même admirable. En ce qui me concerne, je considère Tarkovsky comme le plus grand cinéaste russe après la grande époque du cinéma russe. La grande époque du cinéma russe, avec entre autres ce qui est de 1920 à 1930, et quand même ceux qui ont suivi par la suite, qui ont Eisenstein, etc., Dovzhenko, Barnett, tous ces gens-là qui ont été plus ou moins empêchés de travailler par Staline, et il y aura un cinéma entre 1940, 50, jusqu'à cette époque-là, russe qui va dépérir, et ce sera des cinéastes comme Tarkovsky, mais aussi Konchalovsky. Je ne savais pas, je me suis rendu compte là, Konchalovsky qui travaille le dernier film est en même temps fait avec Konchalovsky. C'est-à-dire que deux des cinéastes russes les plus importants de cette époque-là étaient à l'école en même temps et ont fait leur film de fin d'études en même temps. Enfin bon, Tarkovsky est quand même supérieur à Konchalovsky, qui est quand même pas mal. Ceci étant dit, mais enfin, Konchalovsky ne mérite pas une rétrospective totale comme on le fait ici avec Tarkovsky, qui lui le mérite, car je le considère personnellement comme l'un des grands cinéastes d'après 1960. Donc après, si on prend la France et le cinéma et les conséquences dans le monde de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la nouvelle vague. Et là, nous sommes dans la nouvelle vague russe, donc la même époque. Alors, je ne sais pas si quelques personnes d'entre vous veulent prendre la parole. Ah, bon. Il y a un enthousiasme. Ouais, je me lance, juste un petit mot. Non, je voulais juste faire une remarque. En fait, entre le deuxième et le troisième film,
j'ai trouvé qu'il y a vraiment, comme vous l'avez dit, une grande différence. Ce qui m'a frappé, c'est que dans le film sur le déminage, Tarkovsky, j'ai l'impression qu'il a recours à beaucoup d'effets de mise en scène assez appuyés, ou des effets de montage ou de cadrage qu'il a abandonné en fait par la suite. Enfin, c'est des choses en fait qu'il a reniées assez vite. Enfin, en réalité, si on connaît bien le cinéma russe, bon, il faut quand même en parler un peu de cinéma russe parce que il est important dans sa volonté de rompre avec le reste du cinéma mondial. Lorsque le cinéma veut devenir, commence à comprendre qu'il peut devenir un spectacle qui a son indépendance. Ça va arriver à peu près une dizaine d'années après l'invention du cinéma, à partir des années 1907-1908. D'ailleurs, déjà à ce moment-là, il y a c'est extrêmement timide, mais il y a des gens qui commencent à dire le cinéma est un art. Et pour le reste de la population, et même dans le cinéma, on ne veut pas y croire. Bon. Si le cinéma est un art, donc il faut pouvoir le développer. Pour pouvoir le développer, il faut pouvoir l'exploiter. Pouvoir l'exploiter, c'est-à-dire à ce moment-là pouvoir produire des films et intéresser un public. Il ne faut pas oublier que lorsque vous commencez à voir le cinéma en 1895, un film de cette époque-là dure même pas 1 minute. Donc, 1 minute, et en général, c'est un plan. Quand vous voyez les films Lumière, c'est un seul plan. Quelquefois, 2 plans, mais en fait, non, c'est toujours un plan pour une raison simple, c'est que le montage, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, on ne monte pas. On fait un plan. Alors, quelquefois, on commence à partir des années 1902-1903 à rajouter un plan, À ce moment-là, va se produire à partir des années 1908, ce qui va devenir justement le moment important, c'est-à-dire la conception du montage. C'est-à-dire à ce moment-là, raconter une histoire, et on peut la raconter en changeant de plan. En changeant de plan, donc à ce moment-là, on poursuit l'histoire d'un plan à un autre plan. Ça va se développer, et en particulier, j'ai oublié de dire ça parce que c'est quand même important de comprendre. Ça sera surtout avec Griffith en Amérique, qui est le premier grand cinéaste de l'histoire du cinéma, qui commence justement à travailler le montage de ses courts-métrages, et ensuite a la possibilité, à partir des années 1912-1913, et à lancer du cinéma qui dure maintenant un spectacle entier, c'est-à-dire 1h30, même quasiment 2 heures. Donc les premiers films de Griffith sont faits là-dessus. Simplement, le montage a un problème. C'est-à-dire que vous avez une rupture entre un plan et un autre plan. Cette rupture, il faut, c'est ce que va faire Griffith et ce que va suivre la plupart des cinéastes à l'époque, il ne faut pas que ça se voie. Donc, il va falloir travailler l'idée de continuité. Il ne faut pas que le spectateur se rende compte qu'il y a un plan qui vient changer le plan précédent. Il faut que ça coule. Donc, la notion de continuité deviendra l'impératif majeur de ce cinéma-là, et en particulier Griffith qui le met en place, et à ce moment-là, le cinéma devient en effet important sur la notion de continuité. La notion de continuité permet à ce moment-là d'effacer toutes les imperfections, d'une part au point de vue cinéma, mais aussi dans le récit, de faire en sorte qu'on montre que que l'univers, que la société, que les histoires sont liées, et qu'il n'y a pas de véritable problème à l'intérieur d'un système narratif.
système narratif qui est censé représenter aussi et porter l'idéologie, je dirais, sociale. Bon, c'est un peu compliqué à raconter tout ça, mais parce que si on prend l'Amérique, c'est extrêmement important pour l'Amérique, car à ce moment-là, l'Amérique est en train de recevoir énormément d'émigrés du monde entier. Donc il faut que les émigrés entrent aux États-Unis. Ils ne parlent pas la langue, évidemment. Donc il faut que les habituer à devenir américains. Et le cinéma va devenir un moyen de les convertir, je dirais, à l'idéologie américaine. C'est très intéressant de savoir qu'en 1912, par exemple, le Congrès américain va décider de ce qu'il faut que... Il faut que justement cette continuité-là, qui va être celui du récit, aboutisse à la fin à une conclusion qui va donner le happy end. C'est-à-dire il faut que ça se termine de façon heureuse. Il faut que l'idéologie américaine, c'est-à-dire la réussite individuelle de chaque individu, donc vous, émigrés qui débarquez, vous pouvez vous aussi réussir et devenir un Américain par la réussite. Cette idée-là, c'est déjà le cinéma qui va le permettre, puisque le cinéma a un avantage, c'est qu'il ne parle pas. Donc les émigrés qui ne parlent pas l'américain peuvent voir les films, comprendre les films et évidemment entrer dans le système idéologique que travaille la continuité à l'intérieur même du système de représentation. Ça, c'est extrêmement important, puisque quand arrivent les communistes, donc la révolution russe, il va y avoir justement une volonté de se détacher et de se distinguer du régime, disons, capitaliste, ou en tout cas de l'idéologie capitaliste, donc celle de la réussite individuelle. Donc de la continuité, et dans cette continuité, de pouvoir acheter le futur et de s'installer dans le futur et d'être véritablement maître du futur. Donc le système, la pensée communiste ou marxiste va travailler, et ce sera le côté révolutionnaire, justement en disant non à ce moment-là à la continuité. Nous allons travailler la discontinuité. C'est-à-dire que chaque plan doit être en contradiction avec le plan précédent et en même temps être aussi en contradiction avec le plan d'après. Donc il y a une sorte de combat à l'intérieur même d'un film entre chaque plan. Et ce sera entre autres tout le travail de la grande révolution russe cinématographique que vont mener les Dovzhenko, les Eisenstein, etc. Et ce côté de la discontinuité instaure à ce moment-là l'idée d'un temps présent de chaque instant, et c'est chaque instant qui compte. Ce n'est pas le futur qui est en train d'être entraîné et que l'on va fabriquer, mais c'est bien le présent qui compte. Alors ça, c'est extrêmement intéressant de voir comment le cinéma russe va être extrêmement important dans ce sens-là, et combien, malgré tout, et encore aujourd'hui, cette recherche du cinéma russe va marquer le cinéma, car aujourd'hui, le cinéma d'aujourd'hui, depuis 1960, va devenir un cinéma de plus en plus de l'instant présent, et donc non plus de la continuité. Ça va être un cinéma qui va, regardez bien les films d'aujourd'hui, ils sont de plus en plus discontinus. Un plan, mais ils n'ont plus la volonté de faire un lien, mais au contraire, beaucoup de cinéastes travaillent sur le heurt des plans les uns par rapport aux autres. Alors, ce qui est intéressant dans le deuxième court-métrage, c'est que là, on voit que justement, il travaille encore dans le classicisme russe. C'est-à-dire les plans se succèdent et ils n'ont pas de continuité véritable. La seule continuité, c'est est-ce que ça va exploser ou pas exploser. Donc c'est le suspense, ce suspense-là. Mais vous n'avez pas
de véritable continuité dans le récit. Alors que dans le troisième film, vous avez une forme de continuité, pas constante, mais il n'empêche que l'histoire est parfaitement continue et que il va y avoir une sorte de transfert de l'histoire entre le petit garçon et la petite fille au début, quand il offre ça, quand il donne sa pomme à la petite fille, va renvoyer à la fin que notre manœuvre va trouver la jeune conductrice qui, en effet, c'est avec elle qu'il va aller au cinéma. Bon, c'est-à-dire que le petit garçon aura fait le lien entre ces deux personnages, alors que lui, évidemment, avec la petite fille, il ne peut rien faire, si ce n'est que lui laisser la pomme. Voilà si vous voulez, comment déjà dans le troisième film, il y a une rupture avec une construction à la russe, pas un retour, mais en tout cas un intérêt pour la notion de continuité. Alors, je ne dis pas que... quoique, après tout, on peut dire que la fin du troisième film, c'est un happy end. Malgré tout, il a rejoint le système américain. Voilà, si vous voulez, des choses intéressantes quand on regarde l'histoire du cinéma, comment le cinéma a eu une histoire et que cette histoire, il a fallu qu'il la fabrique parce que de toute façon, le cinéma était un art absolument neuf, car il fallait travailler une chose absolument jusqu'alors impensable dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on pouvait pour la première fois voir la vie vivre sur un écran. Jusqu'alors, jamais vous n'aviez la vie vivante. Vous aviez toujours une représentation de la vie, que ce soit en peinture, que ce soit en musique, que ce soit en littérature, mais vous n'aviez pas la vie elle-même. Le cinéma est quand même, pour la première fois, la vie est présente sur un écran. Bon, prenons un exemple simple et qu'il faut avoir en mémoire. Quand vous voyez un film, mettons un film de 1935 ou 1940, bon, vous voyez le film. Les gens qui sont sur l'écran sont des êtres vivants. Et tous les gens que vous avez sur l'écran aujourd'hui sont morts. Donc vous avez des morts qui sont vivants sur l'écran. Et vous voyez vivre. Et donc, vous ne pouviez pas faire ça avant. Bien sûr, en peinture, on faisait un portrait. Bon, vous aviez des portraits des gens qui ont 3 siècles ou 4 siècles. Oui, mais seulement ils sont une fois pour toutes figés et ils ne sont pas eux-mêmes vivants. Ils sont une représentation d'un vivant, mais ils sont figés, une fois pour toutes. Alors que le cinéma, les gens sont vivants. Et ça, ce problème de la vie au cinéma est en effet, à mon avis, le problème fondamental. Pour moi, un grand cinéaste, c'est celui dont le cinéma est vivant. Vous allez voir avec Tarkovsky de plus en plus, son cinéma, c'est un cinéma de vie. Et même dans son dernier film, il y a cette volonté. Bon, c'est charmant, c'est pas encore complètement maîtrisé, mais il y a cette volonté-là, donner des idées de vie. Alors, ça peut se discuter car c'est quand même un peu artificiel quand même. Bon, mais ça c'est autre chose. Mais la différence entre un vrai grand cinéaste, donc qui fait vivre la vie, et un autre cinéaste, plus ou moins talentueux, mais moins évidemment, c'est que le cinéaste talentueux, lui, ne s'occupe de l'existence et vous raconte l'histoire de l'existence, de la mort, de la naissance à la mort. On en reste là. Et les problèmes d'existence. Celui qui travaille la vie, c'est l'existence. Il la faut, bien sûr, mais l'existence est faite pour donner la vie et faire vivre la vie. Donc, ce n'est pas des problèmes d'existence. Les problèmes d'existence, c'est justement, c'est un peu la conception américaine de la rue biologique, c'est-à-dire
il faut installer, pouvoir être maître de tous les éléments de l'existence, pouvoir s'installer dans l'existence, et donc cette existence-là veut s'installer dans le futur et pour posséder le futur. Être dans la vie, c'est dans le présent et dans l'instant présent. Donc vous n'avez pas à être maître du futur, vous êtes à maître, essayez d'être maître de votre présent et de votre instant. Un instant que vous ne dominez pas a priori. Vous n'en êtes pas le maître. C'est lui qui est le maître et qui vous mène où il veut, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Mais enfin, c'est quand même cette idée-là. Vous êtes dépendant d'eux. Alors que si vous voulez être maître de l'existence, justement, vous devez être le maître de l'existence. Et si vous voyez la plupart des cinéastes, ils vous racontent des histoires d'existence. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais m'installer demain? Comment je vais arranger mon histoire, régler mon histoire et faire en sorte que demain, je suis tranquille. Voilà. Le futur. Enfin, c'est intéressant de reprendre des choses fondamentales qui sont quand même celles de la vie, de la vie courante, mais comment un art va avoir la possibilité de prendre, je dirais, au pied de la lettre, ce qui constitue un aspect de la vie que les autres arts ne pouvaient pas réellement traiter. Alors bien sûr qu'en musique, vous pouvez quand même avoir une chose importante dans le cinéma, c'est qu'il est obligé de travailler deux espaces. L'espace tridimensionnel, c'est-à-dire l'espace graphique, horizontal, vertical et perpendiculaire. Bon, le cadre, enfin, tout ce qui est le graphique. Et en même temps, il a un autre espace qui est l'espace temporel. Alors, vous direz que la musique a justement l'espace temporel, mais elle n'a pas, on ne peut pas dire qu'elle a l'espace graphique, quoique une musique, il faut quand même la mettre graphiquement sur les papiers. Mais en tant qu'art, c'est la temporalité qui compte. En musique, ce qui compte, c'est adagio, allegro, etc. Comment, en effet, c'est le rythme et les vitesses et en même temps la temporalité qui est importante. Mais le cinéma et le sonar, pour qui l'espace-temps et l'espace tridimensionnel jouent un rôle important. Et comment l'espace-temps doit être pris en compte par l'espace spatial ou tridimensionnel et inversement. C'est-à-dire, en d'autres termes, le cinéma, qu'il le veuille ou non, est comment dirais-je, il dépend fondamentalement du mouvement. Alors que les autres arts, en littérature, vous avez le mouvement, mais vous n'avez pas vraiment quand vous lisez la phrase, oui, vous lisez la phrase, c'est un mouvement, mais en même temps, ce n'est pas un vrai mouvement. Alors qu'au cinéma, le mouvement, c'est fondamental. On voit des mouvements et il faut qu'il y ait le mouvement. Et donc, et ce mouvement, évidemment, ne peut se développer que par le temps et la temporalité. Et c'est ce qui fait justement le grand art. Tarkovsky sera, de ce point de vue-là, un très grand cinéaste. Et justement, chez lui, vous allez voir de plus en plus, la temporalité va devenir de plus en plus dominante. Je dirais que c'est un cinéaste qui passe d'abord, enfin, dont le cinéma dépend d'abord de temps. Oui, c'est ça. L'espace tridimensionnel est dépendant de la temporalité. Et même quand on prend des vieilles films, c'est déjà un peu ça. Alors que le second film
joue le temps qui est celui, est-ce que la bombe, enfin la bombe, oui, c'est ça, ce sont les bombes, ou les obus vont exploser ou non. Bon, ça c'est une temporalité immédiate. Alors que le dernier film déjà commence. Vous allez voir les autres films, évidemment, ça va être de plus en plus important. Et dans le tout dernier, celui du sacrifice, c'est le sujet même. Ça commence, le graphisme, ça commence par un arbre et ça se termine par un arbre. Et l'arbre, c'est le temps par excellence, mais aussi c'est graphiquement un espace extrêmement précis. Et parce que voilà, j'allais passer à l'Asie et l'importance dans le cinéma asiatique de l'arbre. Donc, vous voyez les films de Wuxia des gens comme ça, vous verrez que l'arbre, c'est l'Asie, c'est c'est pas le futur qu'on vise, c'est le futur n'est pas éloigné et il faut le rejoindre. Le futur est déjà dans les racines de l'arbre et il vient de là. Donc, d'une certaine façon, c'est le passé qui fabrique le futur, ce qui est par ailleurs aussi acceptable pour l'Occident. La question n'est pas là. Mais au point de vue élaboration de l'imaginaire, ça donne un tout autre parcours et d'autres œuvres. Par exemple, si vous prenez par exemple la peinture chinoise ou japonaise, ils n'ont pas besoin de la perspective. Et la perspective, il a fallu que ce soit justement le côté occidental qui prend propriété de la tridimensionnalité. Hauteur, largeur, profondeur. Alors que vous voyez un arbre asiatique, vous n'avez aucune perspective et pourtant vous acceptez l'idée des perspectives. Bon, alors amusez-vous à réfléchir à toutes ces questions-là parce qu'elles sont tout à fait passionnantes. Mais c'est vrai que l'art, c'est aussi savoir disposer des données élémentaires et fondamentales de la vie et de l'existence par la même occasion. J'ai une petite question. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de la distanciation du cinéma russe avec le cinéma américain. Et c'était très volontaire, attention. Hein. Ça a été très volontaire pour les Russes. Tout à fait. Mais justement, on retrouve beaucoup de noms américains en fait dans les personnages en fait des films de Tarkovsky. Et je me suis posé la question, pourquoi ce choix en fait ? Parce que il n'est pas très marxiste. Et même ça lui insupporte beaucoup. En fait, il a quand je dis l'âme russe, c'est dans le sens spiritualiste. Enfin, il y a un côté religieux chez lui. Et donc, le matérialisme marxiste, au fond, il ne l'a jamais accepté. C'est intéressant de voir une génération des années 60 qui a connu quand même la guerre. Attention, c'est quand même une génération qui a quand même connu la guerre. D'ailleurs, on le dit d'ailleurs dans le dernier film, le petit garçon qui demande tu as connu la guerre. Comment dirais-je, il comprend que le stalinisme et que cette espèce de domination, de cette pesanteur de la pensée marxiste telle qu'elle a été prise en charge par la dictature stalinienne, il ne l'accepte pas. Et donc il revient en fait à l'âme russe et à la pensée russe. C'est-à-dire celle qui justement est liée à l'immensité de l'univers, à commencer par celle de la Russie, mais aussi à celle de l'âme, etc. Donc de la spiritualité.
il y a chez lui ce côté spirituel. Alors que Achenstein fera tout pour faire oublier. Alors que Achenstein, il ne faut pas oublier qu'il a eu quand même des problèmes avec les staliniens. On l'a quand même, on peut dire, quasiment perturbé dans ses derniers films, même s'il a réussi à faire de Ivan le Terrible un chef-d'œuvre. Mais Ivan le Terrible, il y a une lecture possible, c'est que c'est un portrait possible, ou en tout cas sous-jacent, de Staline dans son film. La dictature, Ivan est évidemment célébré, mais quand on voit le film, ça se discute, la célébration d'Ivan. Ces films-là ne sont pas, sont trop marqués par la réalité de leur pays, et donc de l'idéologie de leur pays, pour ne pas laisser des traces. D'où le besoin en fait de s'extraire, en fait, c'est ça. Comment ? On a besoin en fait de s'extraire, en fait, justement de. Oui, c'est ça. Il y a un besoin d'échapper à ça. Et on ne peut pas le faire directement, puisque si on le fait directement, on finit immédiatement. On ne finit pas. On est immédiatement dans un camp de concentration. Il ne faut pas oublier vraiment que le stalinisme, enfin là nous sommes en 1956, il vient de disparaître il y a 3 ans. Bon, Khrouchtchev est en train de prendre le pouvoir. Il y a une sorte de libéralisation très rapide en Russie, mais enfin, immédiatement, ça va être recouvert par Brejnev, et on peut dire que jusqu'en 89, bon, la Russie, on étouffe, quoi. Et ça, c'est pas pour rien que Tarkovsky va quitter la Russie. C'est quand même le seul cinéaste. Bon, il y a eu d'autres artistes qui sont partis de Russie, entre autres des écrivains qui ont quitté, mais c'est le seul cinéaste à ma connaissance, en tout cas de renom, qui est vraiment rompu avec la Russie. Il a refusé à la fin de sa vie de revenir en Russie, où il était d'ailleurs quand même interdit. C'est une rupture. Je ne sais pas si d'autres questions. De toute façon, rassurez-vous, quand vous allez voir les autres films de Tarkovsky, là vous aurez des questions. C'est quand même très riche. On va en garder un peu pour la suite, du coup. Ouais. On va en garder un peu pour les autres séances. Oui, ben justement, de toute façon, les autres séances, bon, on va commencer déjà la semaine prochaine, enfin le mois prochain, par son film que j'avais vu d'ailleurs à l'époque, il était d'ailleurs présent au Festival de Venise, c'était en 62-63. Et là, le film avait fait je ne suis même pas sûr qu'il n'ait pas eu un prix d'ailleurs. Non, si c'est pas lui qui avait eu le prix à Venise. Ouais, c'est possible. Il faudrait regarder ça. Bon, ben voilà. En tout cas, c'est donc l'enfance d'Ivan, et ça sera le 20 novembre. Voilà. 20 novembre, voilà. Merci beaucoup. Je vous le cède parce que...